Je suis Dominique Derlevanger, je suis enseignant d'histoire au gymnase Yverdon. En tant qu'historien, je suis spécialiste de l'histoire économique de la Suisse dans la dernière décennie du 19e siècle, mais également dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mes domaines de prédilection actuels sont la vulgarisation de l'histoire scientifique. J'anime et j'essaye de jeter des ponts entre l'histoire enseignée dans les écoles secondaires et la recherche historique à l'université ou dans le Fonds national de la recherche scientifique. À quoi sert l'histoire? C'est une vaste question. Euh, Si je devais commencer par une ficelle ou un bout de la pelote, je dirais que l'histoire est une science. Et à ce titre, elle a comme principal but de produire de la connaissance. Elle a comme but de produire une connaissance sur le passé, de donner à comprendre ce qu'est le passé, comment on vivait à l'époque du 19e, du 18e et encore beaucoup plus tard au Moyen Âge ou dans l'Antiquité. Donc la principale but, l'histoire sert essentiellement donc à connaître, à comprendre comment on vivait dans le passé. Après, cette connaissance du passé, elle peut être utilisée différemment par des acteurs très différents. On a bien évidemment plusieurs usages publics ou privés de l'histoire. Et la première dimension de la pratique de l'histoire, c'est bien évidemment l'histoire telle qu'elle est pratiquée et transmise à l'école. Donc à l'école, c'est depuis la fin du 19e siècle que l'histoire est enseignée de manière très étroite, elle est insérée de manière très étroite dans le cursus scolaire. Elle a comme ambition de permettre aux élèves actuellement de savoir d'où vient la société dans laquelle ils évoluent. Le but est également de donner à comprendre à l'élève quelles sont les institutions, l'origine des institutions dans lesquelles il va vivre. Mais c'est également une science qui doit permettre de donner du sens, qui doit permettre de faire comprendre la nation, doit amener à percevoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une Suisse, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une Europe ou un monde. Donc, premier usage, et qui a été un usage important, l'histoire sert à former des citoyens, à donner aux citoyens, disons, à la fois les armes critiques pour comprendre et interroger le monde, mais aussi les instruments civiques pour qu'ils puissent s'identifier au monde dans lequel ils vivent. Après, il y a d'autres usages beaucoup plus publics, hein. On pense bien évidemment à toutes les commémorations qui sont régulièrement célébrées pour l'histoire officielle. On peut penser aux grands anniversaires, le 700e anniversaire de la Confédération en 1991, les 150 ans de la naissance de la Suisse moderne en 1998. Et puis, ben, plus proche de nous, on assiste maintenant à une répétition et à une multiplication des anniversaires et commémorations tout au long de l'année qui placent bien évidemment l'histoire au centre d'une pratique, d'un usage médiatique ou autre. Et puis il y a encore un usage politique. L'histoire est de plus en plus utilisée par les politiques pour justifier les réformes ou les contre-réformes que les politiciens mènent. L'exemple de Nicolas Sarkozy est particulièrement éclairant. Il a mené dans la première année de son mandat comme président de la République française un nombre incalculable d'interventions à caractère historique, amenant les élèves à devoir lire la lettre de Guy Môquet, un jeune fusillé communiste. Alors c'est toujours étonnant de voir un représentant d'un parti bourgeois se revendiquer d'une mémoire qui appartenait, qui en tout cas découlait du Parti communiste. Il a également multiplié les interventions sur la question de la Deuxième Guerre mondiale. Il utilise moult citations d'hommes politiques célèbres de gauche comme de droite pour brouiller plein de choses. Donc là, il y a un usage politique de l'histoire. Et puis il y a enfin un usage que j'appellerais scientifique, hein, un usage lié à la recherche, à la production de connaissances. Et cet usage-là est bien évidemment pas neutre non plus. Il mobilise les présupposés, les pensées, les valeurs que peuvent présenter ou défendre le chercheur ou le programme de recherche dans lequel le chercheur va évoluer.
Mais de toutes ces pratiques, on voit bien que l'histoire sert à un nombre considérable d'usages et que ces multiples usages de l'histoire en font une science vivante, une science enracinée dans la société, une science qui est aujourd'hui l'objet de multiples controverses, mais qui est vivante, qui est une science particulièrement nourrie et qui intéresse le plus grand nombre. Comment on fabrique de l'histoire? Ça, là encore une question très compliquée. Mais le plus simple peut-être c'est de présenter un exemple, en tout cas c'est celui que j'utilise dans le cadre de mon enseignement, c'est comment j'ai mené avec deux collègues une recherche sur la politique commerciale de la Suisse sur les années de l'après-deuxième guerre mondiale. On a à ce moment-là travaillé sur la base de questions. Au départ on se posait des questions, on se posait plusieurs questions, hein, comment les acteurs économiques en Suisse élabore cette politique commerciale, comment on arrive, comment un petit État au milieu de l'Europe qui n'a pas de puissance militaire, qui n'a pas de puissance politique particulière, arrive à imposer ses décisions, ses choix dans le cadre des débats sur la construction de l'Europe, la création de vastes organisations internationales. Donc on avait une série de questions. Comment on élabore une politique, comment on prend des décisions en politique. Une fois qu'on s'est posé ces questions, eh ben on est allé voir ce que les historiens avant nous avaient déjà abordé ou problématisé. Donc on a été lire à la bibliothèque toute une série d'ouvrages, on a été faire des recherches pour voir qu'est-ce qui avait été fait avant. Donc on a dû se situer par rapport aux historiens, on a dû se situer par rapport à l'historiographie, à ce qui avait été écrit en histoire avant notre travail. Et puis, fort de ce bagage-là, on a mis sur pied un plan, un programme de recherche en archives. Donc on a dû aller visiter de nombreuses archives, les archives fédérales, dans lesquelles sont conservés les documents qui émanent du Conseil fédéral, du Parlement, en fait, de l'échelon supérieur de la Suisse moderne, c'est-à-dire le troisième étage du fédéralisme. Ensuite, on a également multiplié les demandes pour aller consulter des archives privées, des archives des banquiers, les archives de l'industrie d'exportation, les archives de l'industrie des machines, l'industrie de la chimie, enfin toute une série d'associations privées qui regroupent les grandes entreprises. Alors là, on a eu plus ou moins de surprises, hein, trouvé des fois des fonds d'archives intéressants, d'autres qui étaient particulièrement vides, très peu de documents. Et puis on s'est heurté des fois aussi à des refus. Hein. Il y a des acteurs privés qui ne vous laissent pas accéder aux archives, et donc vous devez construire de l'histoire sans avoir tous ces documents. Ce travail dans les archives a duré très longtemps, hein, près de 2 ans. Pour chacun des documents qui étaient intéressants, que nous avons lus, nous avons pris des notes, nous avons fait des fiches sous un format électronique qu'on a conservé ensuite dans une base de données sur un ordinateur, enfin sur plusieurs ordinateurs à l'époque. Et puis, au bout de ces 2 ans, fort de nos lectures, de l'évolution de notre réflexion dans les archives, on faisait des ateliers régulièrement, hein, tous les 3 mois, on se réunissait, on discutait sur ce qu'on avait trouvé. On a élaboré, sur la base de cette recherche, un plan pour un livre, et on a ensuite transmis le fruit de cette connaissance qu'on a découvert dans le cadre de cette recherche, on l'a transmis sous la forme d'un livre qui n'est pas un livre grand public, hein, quand même un livre un peu réduit, un peu savant, mais de ce livre-là, après, on a pu faire les uns et les autres des articles, des conférences, on a pu transmettre à d'autres échelons cette recherche. Donc voilà un peu comment je peux expliquer comment on fabrique l'histoire. Donc c'est un processus long, c'est un processus qui allie la lecture de ce que les historiens ont déjà fait, de confronter ces recherches préalables à nos propres interrogations, à nos propres questionnements, puis le détour inévitable par les archives, par le document, trouver des documents et interroger ces documents, puis enfin produire un nouveau savoir, une nouvelle connaissance. Voilà comment, selon moi, on procède, enfin la plupart des historiens procèdent pour fabriquer de l'histoire. J'attends un livre d'histoire suisse. Bon, je suis l'auteur d'un ouvrage de vulgarisation scientifique qui va sortir en 2010 et dans lequel, effectivement, j'ai essayé de produire une autre histoire de la Suisse. Alors, je peux peut-être essayer de présenter mon projet qui vous éclairera sur ce que j'entends par histoire de la Suisse.
La première chose, c'est que l'histoire suisse, quand on la présente simplement comme ça, la plupart des jeunes d'ailleurs aujourd'hui trouvent que c'est une matière repoussante. C'est quelque chose qui heurte beaucoup. Hein. On se dit, ouf, ça va être une histoire de bataille, une histoire de grandes figures. Et on va devoir apprendre les dates quand les cantons sont rentrés dans la Confédération. On va devoir apprendre à placer ces différents cantons sur une carte de la Suisse. Enfin, quelque chose de très scolaire. Or pour moi, l'histoire suisse, c'est avant tout une histoire faite de conflits. Mais pas de conflits en termes de grandes batailles avec des grandes figures, mais des conflits au cœur même de la société suisse, de 1848 à nos jours, mais également avant. Et c'est principalement comme exercice de remise en question de ce mythe du consensus, de la neutralité d'une Suisse tout à fait ordinaire, sans remous, que je crois qu'aujourd'hui on peut donner à voir et à lire une autre histoire de la Suisse. Ça implique très, très concrètement, par exemple, de remettre en cause tous les mythes qui aujourd'hui encore figent l'histoire de la Suisse dans une jolie légende ou un joli conte, mais pas dans une histoire scientifique et sérieuse. Par exemple, Guillaume Tell n'est pas une figure historique. Guillaume Tell n'a pas existé. Par contre, son mythe, l'usage qui en est fait, la manière dont on a découvert cette figure, dont elle a été utilisée politiquement au XIXe siècle, c'est un fait historique. De la même façon, le pacte de 1291, on en parle beaucoup, on en fait aujourd'hui politiquement la date de naissance de la Suisse moderne, mais très peu de gens vont voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte, qui lui-même d'ailleurs sujet à plein de discussions parmi les historiens, puisque le document en tant que tel pose plein de problèmes, la datation ne joue pas, le scribe qui a rédigé ce document ne se retrouve dans aucune autre archive, la manière même d'écrire ce document correspond à un style d'écriture qui date de plusieurs siècles après, donc visiblement on a affaire ici à un document qui n'a pas, disons, une authenticité importante, absolue. Et pourtant, c'est un moment de l'histoire européenne pas du tout exceptionnel. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le pacte que les trois cantons campagnards de Suisse centrale passent à ce moment-là. C'est quelque chose de tout à fait commun, mais qui est intéressant si on essaie de comprendre pourquoi ces paysans, ces communautés paysannes se rapprochent, qu'est-ce qu'elles négocient entre elles, comment elles mettent en place dans ces vallées alpestres une économie monétaire à la fin du XIIIe siècle, comment elles essayent de mettre en place des ébauches de droits. Bon. Donc en faisant réellement de l'histoire et non pas en colportant ou en répétant les mythes, je pense qu'on a une autre histoire de la Suisse et que cette autre histoire de la Suisse, elle est très intéressante, elle participe d'un esprit critique. Et pour moi, c'est ce que j'attends d'un livre d'histoire, qui me fasse réfléchir, qui me fasse progresser dans ma connaissance et qui me permette de me poser des questions intéressantes.